Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. C'est historique. Pour la première fois, un pays arabe, le Qatar, sans tradition footballistique, mais c'était déjà le cas des États-Unis en 1994, accueille la 22e Coupe du Monde de football. Jamais une attribution n'aura été autant critiquée, avec les conditions déplorables de travail des ouvriers des chantiers, l'impact écologique et les soupçons de corruption. De nombreuses villes ont renoncé à installer des fan zones, mais les appels au boycott restent limités. Le richissime Qatar a su se rendre nécessaire à de nombreux États avec sa politique d'investissement tous azimuts. Avant d'évoquer les controverses et les implications géopolitiques avec notre invité Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et qui vient de publier 3 minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde de football, je vous propose avec Mathis Lico un résumé en 2 minutes de ces grands moments, en commençant à tout seigneur, tout honneur par le roi Pelé. Je dois vous avouer quelque chose, je n'ai jamais vu jouer Pelé. Mais les exploits du Brésilien, je les connais par cœur. Edson Arantes do Nascimento, son vrai nom, a marqué 1283 buts dans sa carrière. La Coupe du Monde 86 au Mexique restera comme la réalisation de son rêve de gosse. La victoire finale au terme d'une épopée extraordinaire. Personne n'a oublié ce but contre l'Angleterre, consacré but du XXe siècle. Et il y a naturellement la fameuse main de Dieu. Au total, Maradona marquera 34 buts sous le maillot argentin. Carambeu, premier poteau qui touche. C'est pas Carambeu qui a touché. C'est Zidane. Djorkaeff. Et tête superbe de Zidane. C'est pas possible, 2 fois. Petit, peu, 3. Comme une immense déclaration d'amour à son équipe, la France remercie aujourd'hui ses héros. Tous unis derrière les Bleus comme rarement dans l'histoire, les Français se sont découverts une âme d'ardents supporters de football avec la victoire, increvable, après une nuit torride. Faut qu'ils arrivent à dédoubler cette position défensive sur lui. Allez Derdiac, allez l'occasion, Casillas qui sort, Jenson, allez goal, et goal pour l'équipe de Suisse, c'est incroyable. Jenson Fernandez qui profite d'un contre formidable, 1-0 pour la Suisse. À la 52e minute, c'est complètement contre le cours du jeu, mais qu'est-ce que ça fait du bien. La France ajoute une 2e étoile à son maillot. Elle est championne du monde. Le Qatar fait exploser tous les compteurs avec un budget de 220 milliards pour sa Coupe du Monde, record absolu. Mais si l'on en croit ses nombreux détracteurs, il n'aurait jamais dû l'obtenir le 2 décembre 2010. De graves soupçons de corruption pèsent sur certains membres de la FIFA, comme vient de le montrer une enquête fouillée de la télévision suisse. Accusation par Sepp Blatter lui-même du rôle trouble de son ennemi juré Michel Platini, que le président Sarkozy aurait incité à voter pour le Qatar, en échange de contrats d'armes et du rachat du PSG. Les enquêtes judiciaires en cours n'ont pas fourni les preuves que pouvait craindre l'Émirat, ce qui l'aurait conduit, selon le Sunday Times, à faire espionner des journalistes d'investigation et des personnalités comme Ignacio Cassis, le président de la Confédération suisse, ou Nathalie Goulet, une sénatrice française dénonçant le financement supposé du terrorisme par des fonds qataris. Le Qatar dément avec une argumentation sur le racisme qui revient en boucle. Même aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne peuvent pas accepter l'idée qu'un pays arabe et musulman puisse organiser un événement comme la Coupe du Monde. C'est aussi sur le plan des droits humains, ceux des femmes et des homosexuels que le Qatar est montré du doigt, même si la situation est meilleure que chez ses voisins. Avec 24 000 plaintes enregistrées pour la seule année 2021, le Qatar doit faire face à des accusations de quasi-esclavagisme pour les centaines de milliers d'ouvriers immigrés, souvent payés avec des mois de retard, qui ont construit les stades, hôtels et infrastructures, la vitrine du pays. La skyline de Doha, à faire pâlir d'envie Manhattan, de jour comme de nuit, avec les chameaux pour rappeler qu'on est en terre bédouine.
7 stades flambant neufs sur les 8 enceintes, dont celui de Lusail, symbolisant l'artisanat arabe et l'immense richesse d'un des principaux producteurs de gaz. Des stades climatisés grâce à un ingénieux système mis au point par celui que l'on surnomme Dr Cool. Les fans, lorsqu'ils viendront ici, auront 21 degrés, plus ou moins, à 0,5 degrés près. Des supporters choyés au prix d'une absurdité écologique, même si la climatisation sera alimentée par une centrale solaire. Pour ceux qui ne seront pas rebutés par les questions sur les droits de l'homme, il faudra trouver les moyens de se loger dans des palaces. Coût de cette suite, 3 000 $ par jour. Par manque de place, la plupart devront faire des allers-retours en avion depuis les pays voisins, autre scandale écologique. Malgré tout, les Qataris y croient à fond. Les supporters vont beaucoup s'amuser, ce sera une expérience incroyable, quelque chose entre la culture arabe et le football, ce sera incroyable. Les gars, croyez-moi, vous vous amuserez beaucoup et ce sera une expérience agréable pour tout le monde. Un voyage au bout de l'enfer pour d'autres, les dizaines de milliers de travailleurs venus d'Asie, d'Afrique pour bâtir les stades, les hôtels, les infrastructures comme un métro flambant neuf. Mal payés, soumis à des semaines de travail sans congé, exténués par la chaleur, comme ont pu le montrer nos collègues de Mise au Point. Elias est kényan. Il est employé dans un hôtel comme agent de sécurité. Depuis son arrivée, il filme son quotidien avec son téléphone. Voilà le genre de moment qu'il a capturé. Un travailleur inconscient à bout de force. Les conditions de travail ne sont pas bonnes. Maintenant, je travaille 12 heures par jour. Et si tu n'es pas malade, tu peux rester 2 mois sans aucun jour de congé. C'est dur. Sous la pression des ONG, des progrès ont pourtant été faits. Salaire minimum de 280 €, abandon partiel de la kafala, le système d'assujettissement des travailleurs qui n'ont aucun droit. Reste le point noir que sont les accidents du travail. Avec des chiffres qui vont de 6 750 morts depuis 2010 selon le Guardian à 37 pour les autorités qatariennes, dont seulement 3 sur les chantiers. L'Organisation internationale du travail, qui a pu analyser les données officielles faisant surtout état de morts naturelles, cite le chiffre de 50 morts accidentelles pour l'année 2020. Et quand on regarde les certificats de décès, c'est un arrêt cardiaque ou bien une mort naturelle ou un arrêt respiratoire. Il doit y avoir des raisons qui conduisent aux morts de ces jeunes personnes. Amnesty, comme d'autres ONG, demande un fonds d'indemnisation rejeté par le Qatar pour les familles des travailleurs tués ou blessés. 8 pays participants, dont la Suisse, réclament des réponses concrètes sur ce point, alors que la FIFA ne veut parler que de football. Bonjour Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, spécialiste de la géopolitique du football. On vous retrouve avec plaisir depuis notre studio de Paris dans Géopolitis. Vous écrivez dans votre dernier livre 3 minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde de football. Le football, c'est le triomphe de la puissance douce, la constitution d'un empire pacifique et joyeux. Finalement, au vu de toutes les controverses entourant la candidature du Qatar, est-ce qu'on peut vraiment dire cela ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses sur la Coupe du Monde qui ont lieu au Qatar. Il y a des appels au boycott sportif qui n'ont pas réussi, des appels au boycott de ne pas regarder les matchs. Mais quand je dis que le football est un empire universel, c'est qu'il s'est conquis sans violence. Les peuples qui veulent pratiquer le football, et finalement le football a conquis le monde entier, il l'a fait sans armée, il l'a fait sans utiliser la force, il l'a fait uniquement par l'adhésion des populations qui ont voulu s'approprier le ballon. Il peut y avoir des controverses sur le football, mais la façon dont le football s'est répandu à la surface de la planète, c'est fait de façon purement et uniquement pacifique, contrairement à d'autres empires qui, par ailleurs, étaient moins étendus que celui-ci, parce que le football, c'est réellement l'empire universel. Alors, est-ce que ce sera la plus belle Coupe du Monde de football, comme l'affirme le patron de la FIFA, Gianni Infantino, quand on sait qu'il y a eu des centaines, on ne sait pas exactement le chiffre, de morts sur les chantiers du Qatar ?
Alors le nombre de morts est très controversé, les chiffres diffèrent, mais il y a eu des morts, il y a effectivement des conditions de travail qui sont très difficiles, mais c'est la première fois que l'on parle des morts sur les chantiers. Auparavant, il y a dû certainement avoir également d'autres morts sur les chantiers de la Coupe du Monde sans qu'on en parle. Les chiffres sont controversés, mais on peut dire que finalement, l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar a permis de jeter une lumière plus crue sur le sort des travailleurs immigrés dans ce pays, ce qui a forcé le Qatar à bouger. Certainement que le Qatar n'avait pas prévu, lorsqu'il a demandé à organiser la Coupe du Monde, qu'il y aurait des aspects positifs, être un point sur la carte, exister aux yeux du monde, et des aspects plus négatifs pour lui, mettre un peu en cause des éléments moins reluisants du pays. Et ce qu'il faut faire, c'est se servir de la Coupe du Monde pour obtenir des améliorations de la situation. Et c'est ce que fait par exemple Amnesty International ou Human Rights Watch, les grandes ONG de défense des droits de l'homme. Ils ne demandent pas le boycott, ils demandent, puisque la Coupe du Monde va au Qatar, eh bien, il faut que ça serve à quelque chose, y compris pour améliorer la situation des travailleurs immigrés. Il demande aussi effectivement un fonds d'indemnisation de 400 millions que devrait verser la FIFA. Le Qatar refuse. Plusieurs pays, dont la Suisse, ont demandé qu'il y ait des réponses concrètes à ce sujet-là, mais apparemment, c'est une fin de non-recevoir. Il faudra voir, et jusqu'au bout de la compétition, la pression des ONG est quand même de plus en plus forte, et je pense que la FIFA et le Qatar auraient intérêt, pour leur propre image, de reculer un peu et de faire des concessions sur ce point. Alors évidemment, au nombre des controverses, il y a une controverse majeure qui concerne l'attribution de cette Coupe du Monde. Y a-t-il eu corruption? Une enquête que la RTS a réalisée avec nos confrères Annick et Tessinois avance de nouveaux éléments qui vont vraiment vers des soupçons très forts de corruption. Est-ce que finalement, ce serait surprenant que le Qatar n'ait pas acheté cette Coupe du Monde ? Alors il faut voir s'il y a corruption active ou s'il y a clientélisme. Toutes les Coupes du Monde font l'objet de négociations, de compensations. C'était le cas pour l'instant. La seule Coupe du Monde dont il était avéré qu'elle était obtenue après un acte de corruption, c'est celle qui a eu lieu en Allemagne en 2006. Après, il y a beaucoup d'accusations, mais il n'y a pas de ce qu'on appelle le smoking gun, de preuves qui soient vraiment irréfutables. Mais il y a effectivement de nombreuses accusations. On peut dire que très certainement le Qatar a fait des petits cadeaux pour obtenir ses voix, mais comme finalement les autres pays. Il y a plus grave, c'est que pour la Coupe du Monde 2026, Donald Trump, lui, a carrément menacé les États qui ne voteraient pas en faveur des États-Unis d'être sanctionnés par les États-Unis. On voit que là, on est vraiment dans une autre dimension. Alors, vous connaissez bien Michel Platini, il signe d'ailleurs la préface de votre livre. Sepp Blatter accuse ni plus ni moins Nicolas Sarkozy d'avoir influencé Platini pour qu'il vote en faveur du Qatar. Ça vous semble crédible ? Non, vraiment pas. Michel Platini est quelqu'un d'assez indépendant et je dirais que Nicolas Sarkozy, quelque part, a plus besoin de Michel Platini que Platini a besoin de Nicolas Sarkozy. Platini était à l'époque président de l'UEFA, il pouvait d'ailleurs devenir président de la FIFA, c'est pour cela qu'il y a eu toute cette manœuvre pour l'empêcher de le faire. Et disons que sa notoriété internationale ne le met pas sous une influence d'un président de la République, fût-il français. Alors, au-delà évidemment de ces soupçons de corruption, quelles considérations géopolitiques, proprement dites, ont pu influencer le choix de la FIFA pour le Qatar ? En fait, comme vous l'avez dit au début, le football est un empire universel, donc il veut s'étendre. Et à chaque fois qu'il étend son territoire, il y a des contestations. Lorsque la Coupe du Monde est allée aux États-Unis en 1994, on dit mais ce n'est pas un pays de football, il ne faut pas aller là-bas. Et puis finalement, le football s'est développé aux États-Unis. Ensuite, il est allé en Corée du Sud et au Japon. On a dit à l'époque, mais ces pays ne sont pas des pays de football, il ne faut pas y aller. Et finalement, ça a bien fonctionné. En 2010, il y a eu le pari africain. Et du point de vue de la FIFA et du point de vue de Michel Platini, il était normal que les pays arabes et musulmans qui n'avaient jamais organisé cette compétition puissent à leur tour l'organiser. Justement, vous parlez de pays arabes, c'est une première, c'est légitime. Mais alors finalement, pourquoi pas l'Égypte, le Maroc ou l'Algérie même, Ce sont des grands pays de football. Oui, et surtout, le Maroc avait déposé dans le passé plusieurs candidatures. Malheureusement, n'avaient pas été retenues. Mais pour 2022, ils n'avaient pas déposé leur candidature. Ils l'ont fait de nouveau en 2026 et ils ont été battus par le trio Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Et donc, en 2022, seul le Qatar était candidat pour le monde arabe et musulman. Au départ, d'ailleurs, Platini pensait plutôt à ce que soit la Coupe du monde du Golfe, que les matchs soient partagés entre plusieurs pays du Golfe. Mais les dissensions internes qui sont apparues par la suite entre ces pays a empêché ceci de se réaliser. Alors, on a beaucoup parlé de boycott, effectivement, ces dernières semaines, mais il faut bien constater qu'aucun pays participant, aucune équipe ne s'est retiré. Restent donc des mesures un peu plus légères, comme l'abandon des fan zones. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohaillon pour en parler.
Il y a 4 ans, le sacre des Français au mondial de football en Russie avait enflammé le Champ de Mars à Paris. Cette année, la ville n'aura pas ses écrans géants pour la Coupe du Monde au Qatar. Tout comme Berlin, Genève et Bruxelles, de nombreuses villes françaises et européennes ont choisi de ne pas organiser d'événements. Moi, j'engage pas d'argent public pour promouvoir une manifestation qui a sacrifié autant de vies, qui a bafoué les droits humains et qui aujourd'hui, sur le plan environnemental, est une abomination. L'équipe d'Australie a été la première formation qualifiée à condamner ouvertement le Qatar pour les souffrances des travailleurs migrants engagés sur les chantiers. Dans cette vidéo, ils affichent aussi leur soutien aux droits LGBT. Au Qatar, l'homosexualité reste passible de 7 ans de prison. Il existe des valeurs universelles qui devraient définir le football. Lorsque nous représentons notre nation, nous aspirons à incarner ces valeurs. Plusieurs ONG, dont Amnesty International, n'appellent pas au boycott, mais réclament à la FIFA un fonds de réparation pour les victimes. Les retombées financières sont évaluées à 5,7 milliards d'euros. Nous, ce qu'on demande, c'est 420 millions d'euros. C'est la somme qui serait distribuée sous forme de primes aux joueurs. Donc la FIFA a largement cet argent. La FIFA n'a pas donné suite pour l'instant. Le Qatar dénonce un coup de communication. Sur les 14 entreprises partenaires de la FIFA et sponsors de la Coupe du Monde, 4 multinationales soutiennent ce projet. Pour l'instant, beaucoup de mesures symboliques. La Norvège, finalement non qualifiée, est le seul pays dont la fédération a mis sur la table un réel boycott. Un référendum interne avait été organisé il y a 1 an, mais finalement rejeté. Aucun boycott diplomatique n'est prévu, mais les tensions peuvent être vives. La ministre allemande de l'Intérieur a déclenché un incident diplomatique en jugeant préférable que les compétitions de cette ampleur ne soient pas attribuées à de tels États. L'émir du Qatar dénonce un acharnement. Depuis que nous avons eu l'honneur d'accueillir la Coupe du Monde, le Qatar a été la cible d'une campagne sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi. Impératif moral pour les uns, hypocrite ou inutile pour d'autres. Le boycott de cette Coupe du Monde se fera peut-être dans l'intimité des foyers. En France, selon un récent sondage, 65% des Français affirment qu'ils pourraient boycotter la compétition en ne regardant pas les matchs. Alors, un des arguments, évidemment, contre le boycott, c'est de dire qu'il faut arrêter à ce moment-là de vendre des armes au Qatar ou de lui acheter son gaz naturel. Oui, effectivement, c'est toujours sur le sport que portent les demandes de boycott, jamais sur les autres aspects de la vie économique, comme si le sport devait être la variable d'ajustement de l'indignation. On ne demande pas de cesser les relations culturelles avec ce pays, et évidemment encore moins les relations économiques. Donc il y a, je trouve, un peu de facilité, et ça dénote un peu un mépris pour le sport, de dire que seul le sport peut servir d'aboutissement à des protestations sur la nature des régimes ou sur des désaccords que l'on a avec tel ou tel pays. Mais pourtant, si l'on reprend un des précédents exemples de demande de boycott contre l'Argentine de Videla en 1978, là, il y avait de bonnes raisons objectivement de ne pas peut-être aller en Argentine. Oui et non, parce que l'opposition argentine demandait au contraire de venir pour témoigner de la dictature et témoigner des tortures qui s'y déroulaient. On n'a pas beaucoup parlé du coup d'État en Argentine et de la répression terrible qui s'y déroulait, et la Coupe du Monde a donné un coup de projecteur sur ce qui se passait dans ce pays. Donc finalement, le boycott sert un peu à faire oublier un pays, alors que lorsqu'on y va, on peut témoigner de ce qui se passe. Alors, dans votre livre, je vais y revenir, on apprend plein de choses intéressantes, comme par exemple ce décret de blancheur imposé aux joueurs brésiliens par le président Pessoa en 1921, ou alors cet arbitre suisse qui avait favorisé l'Italie de Mussolini en 1934 contre l'Espagne républicaine. Il y a une chose intéressante aussi que vous pointez, c'est que la Chine n'a participé qu'une seule fois en 2002 à une phase finale de Coupe du Monde. Quand on connaît l'ambition de Xi Jinping, on peut imaginer que ça ne va peut-être pas rester en l'état. Ah là, effectivement, c'est une tâche pour le régime chinois. Il s'est qualifié une fois en 2002 seulement parce que, comme le Japon et la Corée du Sud étaient co-organisateurs, il y avait plus de place pour le continent asiatique. Et depuis, il ne s'est pas qualifié. Et quand on veut devenir la première puissance mondiale, être si loin dans les classements pour le premier sport mondial, c'est quelque chose qui gêne Xi Jinping. Il est possible que la Chine candidate pour organiser la Coupe du Monde 2030 et la Chine s'exerce à développer les centres de formation, à faire venir des stars des pays européens ou même latino-américains pour muscler son football et exister aussi sur la carte du sport universel.
Alors la FIFA met souvent en avant le fait qu'elle regroupe 211 fédérations, c'est bien plus que les 193 pays membres de l'ONU, c'est donc une puissance, on pourrait dire presque plus importante que l'ONU. Mais par exemple, il y a bien une fédération palestinienne, mais il n'y a pas de fédération tibétaine. Donc là, encore une fois, c'est un petit peu deux poids, deux mesures. Non, parce que le Tibet n'est pas reconnu. La Palestine est reconnue comme État par de nombreux pays, même si elle n'est pas membre de l'ONU. Elle admet également Taïwan, ce qui n'est pas le cas à l'ONU. Et donc, effectivement, la FIFA veut éviter que des provinces sécessionnistes ou demandant la sécession fabriquent une équipe de football pour se faire connaître. Elle ne veut pas trop interférer dans les affaires intérieures des États. Justement, le football, c'est bien plus qu'un sport. Quand on voit l'importance que des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats mettent dans l'acquisition de clubs de foot, on parle évidemment du PSG par exemple, eh bien, c'est une façon de remplacer un petit peu la puissance du pétrole par le soft power sportif. Oui, ça l'accompagne. Disons qu'on achète le soft power avec l'argent du pétrole. Et effectivement, comme le football a un caractère vraiment mondial et universel, qu'il est très probable que le premier contact qu'un enfant avec l'étranger sera un joueur de football d'un autre pays que le sien, eh bien, ces pays qui veulent exister sur la carte, qui veulent se rendre plus populaires et plus visibles, misent sur le football par l'organisation de compétition ou par l'achat de clubs pour rayonner et se montrer aux yeux du monde entier. Merci Pascal Boniface. Une dernière question. Quel est votre favori ? Mon favori, à n'en pas douter, c'est la France. Mais par contre, en termes de pronostics, j'évite d'en faire parce que, comme tout amateur de football, je suis superstitieux et donc je ne voudrais pas porter malheur à mon équipe. Et vous regarderez tous les matchs ? Peut-être pas tous les matchs, mais beaucoup en tous les cas, certainement. Eh bien, nous verrons effectivement qui gagnera cette Coupe du Monde. Et puis, ce sera un plaisir de vous retrouver pour parler d'autres thèmes dans Géopolitis. Merci Pascal Boniface. Merci à vous, merci de votre invitation. Si le Qatar est devenu le champion du soft power en investissant massivement dans le sport, l'Émirat a su se rendre indispensable en prenant des parts dans de nombreuses entreprises étrangères, surtout en Europe, grâce à la force de frappe de son fonds souverain doté de 461 milliards de dollars. C'est un sujet d'Elsa Anguinolfi. Crédit Suisse, dans la tourmente, pourrait voir jusqu'à un quart de ses actions en main d'investisseurs du Moyen-Orient, selon le Financial Times. Parmi eux, le Qatar, qui devrait augmenter sa participation dans la deuxième banque de Suisse. Quand Elon Musk rachète Twitter, le Qatar fait aussi partie du deal avec une participation de 375 millions de dollars. Le Qatar, c'est un petit État du Golfe d'à peine 11 000 km², un quart de la Suisse. Mais c'est aussi le 4e pays le plus riche au monde en termes de PIB par habitant, derrière le Luxembourg, Singapour et l'Irlande. Le Qatar est le 6e producteur mondial de gaz naturel. Le secteur des hydrocarbures représente 40% de son PIB. En 2005, le pays crée le Qatar Investment Authority, un fonds souverain. Avec 461 milliards de dollars d'actifs sous gestion, c'est le 9e plus gros fonds souverain du monde. Son but, diversifier les revenus de l'Émirat, mais c'est aussi un outil de soft power financier avec des investissements dans de grands groupes industriels et dans des secteurs stratégiques. Début octobre, le fonds souverain qatari injecte 2,4 milliards d'euros dans le géant allemand de l'énergie RWE et devient le premier actionnaire du groupe. Fin septembre, toujours en Allemagne, lors de l'entrée en bourse de Porsche, le Qatar fait partie des investisseurs qui répondent présents. L'Allemagne est l'un des 3 pays européens où le Qatar investit le plus, avec le Royaume-Uni et la France. Traditionnellement très actif en Europe, le fonds souverain qatari s'intéresse de plus en plus à l'Asie et aux États-Unis. Mais les milliards de Doha ont aussi aidé le pays à faire face à la crise diplomatique qui l'a opposé à ses voisins, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, ainsi qu'à l'Égypte. En 2017, ces pays ont rompu leurs relations commerciales et politiques avec le Qatar, lui reprochant sa proximité avec l'Iran et le mouvement des frères musulmans. Après plus de 3 ans, le blocus est levé, les relations se détendent. Le Qatar a même annoncé vouloir investir 5 milliards de dollars en Égypte.
On entend parfois dire que le foot, c'est la guerre par d'autres moyens. Avec l'exacerbation des passions nationalistes, les valeurs guerrières de solidarité et d'offensive demandées aux joueurs, symboliquement divisés entre attaquants et défenseurs. Et l'on se rappelle des tensions revenues après la fameuse demi-finale France-Allemagne au Mondial espagnol de 1982 que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont employés à calmer. Ou encore la revanche de la guerre des Malouines avec la victoire de l'Argentine contre l'Angleterre en quart de finale en 1986 grâce à la fameuse main de Dieu. Alors que la vraie guerre fait rage entre l'Ukraine et la Russie et que la jeunesse iranienne est victime d'un bain de sang, la géopolitique s'invite à nouveau dans la Coupe du Monde. Un dirigeant de club ukrainien demande à la FIFA que l'Ukraine non qualifiée prenne la place de l'Iran dans la compétition. Une demande qui n'a aucune chance d'aboutir. Mais on suivra avec intérêt le match de l'Iran contre les États-Unis le 29 novembre, avec en arrière-plan la question de la fourniture de drones suicides par l'Iran à la Russie, dénoncée par Washington, tout comme la poursuite par Téhéran de son programme nucléaire militaire. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre fidélité à Géopolitis, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre site et chez notre partenaire TV5 Monde. La prochaine émission sera consacrée à la désinformation en temps de guerre. Portez-vous bien.